Avant-propos et avertissement. Ce roman est constitué de récits que m'a remis Omar Fakhreddin. Il m'a appelé un jour de l'été 2016. D'habitude, je ne réponds pas aux numéros inconnus, mais je m'ennuyais ce jour-là et je n'avais rien à faire, alors j'ai décroché. Il m'a fourni un fichier audio contenant des récits qu'il s'était racontés avec son ami Amal Moufid. Il m'a demandé de les écouter et de réfléchir à une possible publication sous la forme d'un roman. Les histoires m'ont fascinée et je n'ai pas pu dormir avant de les avoir toutes écoutées. Je l'ai appelé le lendemain matin pour lui fixer un rendez-vous. J'ai dit à Omar que ces récits étaient très provoquants et pouvaient offenser la pudeur de ceux dont les sentiments étaient délicats. Il m'a regardé, indifférent, et a gardé le silence. Je lui ai alors demandé s'il était prêt à aller en prison si le roman faisait honte à certains, ou offensait leurs sentiments nationaux, leurs convictions religieuses ou leur sensibilité exacerbée. Il a répondu qu'il pensait que c'était moi qui irais en prison dans ce cas-là, car le roman portait mon nom. J'ai rétorqué que les histoires étaient les siennes et que je n'étais que le narrateur. Nous en avons discuté avec des avocats et des amis qui étaient d'avis que nous irions tous les deux en prison si certains le voulaient et que rien ne se passerait si d'autres le souhaitaient, de sorte que ce n'était pas nécessaire de nous casser la tête avec les détails juridiques. Ce n'était pas très rassurant. Après mûre réflexion, j'ai décidé de faire confiance à Dieu et de publier les récits d'Amal et Omar tels quels, en lançant un appel chaleureux à ceux au cœur faible, aux sentiments moraux, religieux ou patriotiques exacerbés, pour qu'ils me fichent la paix et ne lisent pas ce roman. C'est le droit d'Omar de raconter à Amal tout ce qui lui plaît, et c'est notre droit à tous les trois de publier ces histoires et de les proposer à qui veut et peut le lire sans obliger personne à le faire. Lire ce roman n'est pas un acte indispensable, mais un choix. Le lecteur paie pour en obtenir une copie, ou il cherche et télécharge une copie piratée sur Internet, puis il tourne les pages de ses doigts et le lit. Il est maître de ses décisions. Par conséquent, il doit assumer les provocations qu'il pourrait y trouver. Mais si certains s'obstinent à le lire malgré ces provocations, puis portent plainte contre nous, et si les autorités judiciaires appliquent la loi et nous jettent Omar, moi ou tous les deux en prison, alors je publierai un autre roman dont ces certains seront les héros. Un roman qui transformera leur vie en enfer et reprendra leur décadence éternelle sous toutes les coutures et aux quatre coins du monde. Il sera sans réserve ni aucun respect de la pudeur, afin qu'ils regrettent le jour où ils ont jeté un romancier en prison. Ce n'est pas une menace à prendre à la légère. Ezzedine Fechir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette rencontre littéraire autour du roman Toutes ces foutaises d'Ezzedine Fechir. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 16e édition du PCMMO, Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, en partenariat avec la librairie Folie d'encre. Nous rappelons que la 16e édition du PCMMO se tient du 23 mars au 11 avril en ligne sur Festival Scope. Je vous invite à consulter nos réseaux sociaux pour découvrir la programmation. Ce soir, je vous invite aussi à découvrir, après notre rencontre littéraire, Dream Away de Marwan Omara et Johanna Domke, un documentaire excentrique qui nous propose un récit alternatif d'une Égypte post-révolutionnaire. Quant à notre rencontre littéraire, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Monsieur Ezzedine Fechir qui nous rejoint depuis les États-Unis. Ezzedine Fechir est un écrivain universitaire et diplomate égyptien. Né au Koweït en 1966, il a grandi en Égypte et étudié dans plusieurs universités en France et au Canada. Il enseigne actuellement à Dartmouth College aux États-Unis. Toutes ces foutaises est son 7e roman.
Nous accueillons aussi Monsieur Victor Salamin, traducteur du roman avec Hussein Emara. Il a été professeur à la filiale francophone de sciences politiques de l'Université du Caire, FESP, de 2014 à 2019. Il a collaboré aussi à plusieurs ouvrages sur le monde arabe contemporain, dont Le monde arabe existe-t-il encore? Il était une fois les révolutions arabes, Langue arabe, Trésor de France et Infrastructure and Power in the MENA region. La discussion sera ponctuée par des extraits du roman lus par la comédienne Isabelle Gouzou, comme vous l'avez aperçu dans l'épilogue qui nous a précédé. Isabelle Gouzou travaille dans le spectacle vivant depuis 30 ans. Elle travaille régulièrement avec les metteurs en scène et autrices Anouche Paré et Laure-Marie Leguet. Elle lit dans le Festival d'Île-de-France Faites le théâtre dans la boîte en partenariat avec le CDN Tréteaux de France. Elle crée également des spectacles avec le compositeur Stéphane Scott pour les jeunes. Nous vous invitons de laisser vos commentaires, vos questions, en commentaire sur notre live Facebook tout au long de la discussion et nous les adresserons à nos invités. Monsieur Féchir, je vous pose donc la question qui paraît évidente. On est en 2021, donc 10 ans après la révolution du 25 janvier. Comment vous pourriez décrire un bilan après ces 10 ans, ou en d'autres mots, donc où en est l'Égypte aujourd'hui? Je pense qu'on est dans un point beaucoup plus difficile et tragique que là où on était en 2011. Les raisons pour lesquelles les gens se sont descendus dans les rues, protester le régime de Moubarak, etc., ces raisons-là n'ont pas fondamentalement changé. Que ce soit manque de liberté, que ce soit de conditions socio-économiques ou même des questions d'identité, ces mêmes conditions, ces mêmes plaintes sont encore là, sinon plus. Avec ça, il y a la frustration, la déception d'une tentative à la démocratie qui a touché surtout les jeunes, qui les a donné espoir, qui, si vous voulez, on a tous goûté la liberté et un peu le pouvoir aussi, on est senté, n'est-ce pas? Et puis, tout cela a été cruellement déchu. Et pour remettre les gens sous tutelle et non de foi, après le 2011, il a fallu utiliser un niveau de répression que l'Égypte n'a jamais connu, même dans les années 60. Je ne pense pas qu'on a eu ce niveau de violence par l'État envers les citoyens, que ce soit l'emprisonnement des gens ou la tuerie qui se déroule depuis 2013. Et aujourd'hui, l'Égypte, qui s'est éclatée en 2011, est remis ensemble, mais d'une façon artificielle, en la reliant par la force, par la répression. Et à mon avis, donc, c'est pas très soutenable comme situation. Et surtout, et là, c'est la partie qui peut-être touche le roman le plus, surtout que l'aliénation, le divorce entre une bonne partie de la population, surtout les jeunes, et le régime est devenu très profond. C'est-à-dire que les gens ne se reconnaissent pas dans le régime en place et le voient non seulement comme inefficace, répressif, etc., mais comme anachronique. C'est quelque chose qui n'appartient pas à l'ère où ils vivent. Et cette aliénation, je pense, on ne peut pas mesurer ses conséquences politiques immédiatement, mais c'est une menace très importante à la stabilité du régime. Et donc, une Égypte, dans un mot, une Égypte éclatée, qui est toujours éclatée, mais qui est gardée ensemble par la force, et cette force, à la longue, ne peut pas le tenir ensemble. C'est très précaire.
Merci beaucoup, Monsieur Féchir. Là, vous parlez 10 ans après la Révolution. Et pareil pour le roman, il semble qu'il est rédigé en 2017. Donc là aussi, il a fallu un peu de recul par rapport aux événements de 2011. Et dans le roman, on va au-delà justement de 2011 et de toutes les répercussions après. La question donc est, quelle a été votre inspiration pour la rédaction du roman? Ben, je vivais en Égypte, j'ai quitté l'Égypte fin 2016 et j'ai quitté après avoir terminé le roman. Et donc, l'inspiration, je faisais partie de ce climat de déchéance, de déclin, de désespoir, de déprime. Je connais beaucoup de gens qui ont participé à la révolution et leur vie a été transformée presque complètement d'abord par la révolution elle-même et ensuite par la répression qui en suivi. Et donc l'inspiration, c'était comme d'hab d'ailleurs, observation directe, affinité avec des gens, des amis, des gens que je connais, etc. Et c'est un climat assez pénible, il faut dire. C'est très douloureux, c'est pas chouette, c'est pas même parfois ça. Quand on lit un roman, on regarde un film, on voit peut-être, espérons-le, on voit un peu de beauté, mais quand on vit ça, c'est très différent. Et je pense que le métier d'auteur est en partie, c'est pas l'auteur n'est pas uniquement un caméra, mais plutôt un peintre. Et donc, c'est de trouver l'inspiration dans ce qui est laid, dans ce qui est pénible, mais le transformer dans quelque chose qui va au-delà. Et c'est ce que j'espère avoir accompli dans le roman. Merci, Monsieur Féchir. Monsieur Salama, donc par rapport à la traduction, la même question. Quelle a été votre inspiration pour choisir ce roman parmi plusieurs qui parlent de la Révolution et de le traduire? D'abord, merci de nous avoir invités. Il y a une part qui est un peu banale dans l'histoire et une part qui est beaucoup moins banale. La part qui est banale, entre guillemets, c'est que déjà, il n'y a pas énormément de romans qui parlent de la Révolution. On peut estimer que c'est encore un peu tôt pour parler de la Révolution. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt réussi. Il se trouve qu'une de mes anciennes étudiantes m'avait conseillé ce roman et je l'ai lu en 3 jours top chrono. Et comme ça nous arrive tous, quand on lit un roman qu'on aime et qu'on adore même, on a envie de le partager avec des amis. Alors, une partie de mes amis sont arabophones, mais une grande partie de mes amis ne sont pas arabophones. Et je voulais vraiment, je me suis dit que c'était vraiment un roman qui arrive à capter quelque chose, un air du temps. Je vivais en Égypte à ce moment-là, et c'était vraiment cet air du temps. On sentait, à plein d'égards, sans dévoiler le propos du roman, mais il y avait vraiment quelque chose qui a réussi à, comme si on mettait un espèce de parfum en bouteille, et c'était vraiment ce parfum de 2011 à aujourd'hui. Et donc, j'en ai parlé à Hussein qui m'avait dit il y a un petit bout de temps, écoute, ce serait bien qu'on traduise quelque chose ensemble. Je lui ai dit, bon, bah voilà, je crois que je l'ai trouvé, achète le roman, lis-le. Et puis moi, entre-temps, j'ai commencé à faire un synopsis. J'ai contacté plusieurs maisons d'édition. Joël a répondu très favorablement et assez rapidement. Et je suis ravi que ce soit Joël en plus, parce qu'elle a déjà elle a fait connaître un autre écrivain égyptien que j'adore, qui est Albert Kosseri. Donc voilà. Mais c'est vraiment venu d'un coup de cœur. C'est-à-dire que je n'ai jamais traduit de roman auparavant. Donc c'est une première. Merci beaucoup pour avoir partagé ça avec nous. Donc, je propose à nos spectateurs de découvrir un autre extrait du roman où l'on découvre plus les personnages principaux, Omar Fakhreddin et Amal Moufid, qui nous accompagnent du début à la fin du roman, traversant plusieurs moments forts et turbulents de la Révolution.
Omar hoche la tête et ne croit pas ce qui lui arrive. Il se retrouve toujours dans des situations inimaginables. Par exemple, pourquoi se met-il debout maintenant, vêtu uniquement de son caleçon, à fumer une cigarette à la fenêtre d'Amal pendant qu'elle prend sa douche? Comment en est-il arrivé là? Est-ce que cela arrive à tout le monde? Peut-être est-ce le rêve de tout jeune, une femme riche et belle en voiture qui s'arrête à côté de lui, descend la vitre et lui demande un coup de main. Voilà, la scène se termine dans le lit, les deux ensemble. Lui aussi, il rêvait de ça. Mais que ça se réalise, c'est une toute autre histoire. Elle était sous l'emprise de l'alcool, mais lui, il était éveillé et conscient. À chaque mouvement, il avait l'impression d'être dans un film. Mais c'est surtout à cet instant, alors qu'il est assis en caleçon sur le rebord de la fenêtre, avec toutes ces questions qu'il se pose, qu'il en a vraiment l'impression. Il secoue la tête comme si c'était son seul moyen de sortir de ce film. Mais il se voit en train de secouer la tête et sait qu'il ne va pas en sortir comme ça. Le film est collé à lui, d'ailleurs, comme toutes les choses dans sa vie. Il termine toujours au cœur de l'événement, lui qui ne sait jamais que faire et ne fait quasiment rien de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, par exemple? S'habiller et partir, ou attendre qu'elle lui fasse un signe de partir? Quand il a demandé une fois à ses amis quoi faire dans de telles situations, ils lui ont conseillé de faire ce qui lui plaisait. À l'époque, il a souri, car il ne savait pas ce qui lui plaisait. De nouveau, il s'assoit sur le rebord de la fenêtre, sa tasse de café à ses côtés. Amal est en face de lui, sirotant le sien. Elle dirige son regard vers lui tandis que son t-shirt se relève au niveau de sa taille chaque fois qu'elle porte sa tasse de café vers ses lèvres, révélant ainsi son dos. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un chouette nom pour désigner les fesses des femmes? Dans cet extrait, on parle d'Omar qui réfléchit sur cette rencontre un peu atypique avec Amal. Monsieur Féchir, est-ce que vous pourriez revenir en vos mots sur les personnages principaux de ce roman qui s'éloignent quand même assez de l'archétype de l'Égyptien lambda, qui ont eu des parcours assez bizarres? Est-ce que vous pourriez nous parler de ce choix pour ces deux personnages et de pourquoi ce sont ces deux-là qui portent le roman? D'abord, une des choses que je voulais faire dans ce roman, c'est de briser avec, de rompre avec l'idée d'un Égyptien typique. Et je pense que, à mon avis, enfin, une des caractéristiques de la Révolution, c'est de montrer à ceux qui veulent reconnaître que c'est l'éclatement de ce qu'on appelait jadis l'Égypte, le mainstream. L'Égypte n'est pas une chose, elle n'a jamais été une chose. L'Égypte, c'est beaucoup de cultures qui sont entrechevauchées ensemble, qui changent tout le temps. Et donc, l'Égyptien typique, je ne connais pas c'est quoi l'Égyptien typique. Et pour moi, par exemple, Amal, qui tout au long du roman est en lutte avec cette accusation permanente qu'elle a vécue en Égypte, puisqu'elle est née aux États-Unis, de ne pas être une Égyptienne authentique. Et elle raconte comment les gens les traitent différemment, etc. Donc, ce que Amal fait, c'est de poser la question de l'identité complexe, l'identité qui inclut plusieurs dimensions. On peut appeler ça identité multidimensionnelle, si vous voulez, de la poser, mais
pas sur la lumière de crise d'identité, donc l'approche classique, mais plutôt d'aller au-delà de cette histoire de crise d'identité, parce que Amal, en fin de compte, elle n'est pas en crise, elle ne se sent pas conflictée, elle sait que elle a un côté américain, elle a un côté égyptien, et que les deux côtés sont informent l'un de l'autre, et ça constitue un ensemble, et elle est bien dans sa peau, quoi. Ce sont les autres qui ne sont pas bien dans leur peau. Ce sont les autres toujours qui l'accusent de ne pas être ça ou d'être l'autre, etc. Et Omar, qui d'ailleurs né à Paris, son père vivait à Saint-Denis, en l'occurrence, quand elle était à Paris dans des conditions. Son père a dû quitter l'Égypte à cause de ses activités politiques, donc pour éviter d'aller en prison. Et elle avait réussi, elle était avocat, elle avait réussi à trouver une bourse d'études à Paris, mais elle ne pouvait pas vivre à Paris elle-même, pour des raisons évidentes. Et donc, elle a trouvé un logement dans un HLM à Épinay-sur-Seine, et elle raconte sa vie à Saint-Denis et la vie de ce qu'elle appelait je ne me rappelle plus, c'était Paris libéré ou l'Algérie française ou un mix de deux. Donc, Omar, qui est né à Paris, revient en Égypte et puis il part de nouveau avec son père vers le Soudan, son père qui va rejoindre les Moudjahidines en Afghanistan, etc., etc. Donc, Omar a un parcours très extraordinaire, mais ce n'est pas atypique. Il y a pas mal d'Égyptiens qui se reconnaissent dans Omar. Et juste en parenthèse, je me rappelle un jour, dans une discussion de roman, il y a un monsieur barbu qui était dans la salle et qui attendait jusqu'à la fin, et puis il est venu me voir. Il me dit, vous savez, je connais exactement le personnage que Omar Fakhreddin représente. Je le connais personnellement. Et évidemment, il n'y a pas une personne que je... Mais donc, mais je vous raconte ça pour montrer juste que c'est réel, que ce n'est pas très exceptionnel. Et donc, Amal et Omar sont les noms typiques quand on apprend l'arabe dans l'école primaire en Égypte, c'est toujours Amal et Omar. Genre, je ne sais pas, Jane and, right? Elle s'appelait Jane and Jack. Alors, ce Amal et Omar ne sont pas Amal et Omar de la classe moyenne de Chobra ou c'est l'Égyptien typique. C'est Amal et Omar, l'Égypte nouvelle, c'est ça l'Égypte. Et c'est ce qu'elle représente, cette richesse et cette diversité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Féchir. Un autre point aussi concernant à la fois les autres personnages que nous allons découvrir, donc le roman dont Amal et Omar racontent le parcours, mais aussi dans cette rencontre de 48 heures entre Omar et Amal, comment vous avez fait pour éviter la censure? Il semble que c'est un thème aussi présent dans le roman. Ces tactiques donc pour éviter la censure. L'histoire de censure en Égypte est intéressante parce que techniquement, légalement, il n'y a pas de censure. Donc, vous pouvez publier ce que vous voulez. La censure fonctionne a posteriori. Donc, une fois tu as publié quelque chose, si quelqu'un, je ne sais pas, un officier de police ou un juge quelque part qui se sent mal à l'aise à cause de votre roman, ils peuvent vous poursuivre et évidemment, l'État intervient dans ce moment et généralement, on retire le livre. Donc, c'était toujours le cas et c'était un champ négocié entre les auteurs et l'État. Sauf 2000, si je me rappelle bien, 2015, on a en fait arrêté un romancier. Il n'était pas romancier à l'époque, c'était son premier roman. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Et donc, on entrait dans une phase nouvelle, si vous voulez. Et moi, j'ai décidé d'aller en avant, de publier le roman,
de ne pas faire attention à la censure, dans un, si vous voulez, un défi, mais sans vraiment calculer les conséquences. Je ne savais pas ce que va m'arriver parce que l'Égypte, c'était en transformation en une spirale répressive assez violente. Et je me suis dit, bah, on va voir, on va découvrir. La chance voulait que Dartmouth College m'a demandé de venir enseigner pendant 1 an. Et je me suis dit, ça tombe, c'est parfait parce que j'ai publié le roman. J'aurai 1 an pour découvrir à quel point eux sont, etc. Je suis venu et rien ne s'est passé. Il y a absolument rien. Et pourquoi, je n'en sais pas. Parce qu'après, la censure est devenue de plus en plus draconienne. Mais c'était un pari, si vous voulez, que j'ai pris et je l'ai gagné, mais c'est un peu comme ça, je pense. Il n'y a pas, c'est comme dans un casino. Et c'est un peu, et c'est ça ce que les gens, je pense, à l'extérieur de l'Égypte ne comprennent pas souvent, à quel point c'est aléatoire, la répression, à quel point c'est quoi le mot, random, C'est arbitraire. c'est arbitraire. 2 personnes qui font exactement la même chose, qui ont le même profil en plus. Une personne finit en prison, l'autre pas. Et il n'y a pas. C'est le chaos qui anime l'État est aussi présent dans le secteur de répression. Merci beaucoup, Monsieur Féchir. Monsieur Salama, pour vous, donc après avoir été inspiré par ce roman, mais la question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les nouvelles histoires ou le nouveau récit que vous souhaitez présenter au public français par rapport à l'Égypte ou à la Révolution française? À la Révolution égyptienne. Je suis désolée. Oui. C'est pas grave, mais c'est un joli lapsus. Bah, je vais rejoindre un peu cette idée de pluralité. Alors, déjà, commençons par le fait que, en général, en France, l'Égypte est un peu coincée entre le Maghreb et le Liban. C'est-à-dire que c'est une société qu'on ne voit pas nécessairement au présent. Le regard est plutôt porté vers des sociétés qui sont plus proches historiquement. Et l'Égypte est un peu un angle mort. Alors, un roman a permis de jeter une lumière intéressante et assez exacte et véridique sur une époque. Ça a été l'immeuble Yacoubian. Ça a été sur les dernières années de Moubarak. Et encore une fois, je reviens sur le roman. Je pense qu'il a vraiment réussi à capturer quelque chose de la pluralité des profils qu'il y a en Égypte, parce qu'effectivement, il n'y a pas un Égyptien type. En revanche, toutes ces histoires représentent des gens qui sont très typiques, très vrais. Izzeddine parlait tout à l'heure de quelqu'un qui est allé le voir pour lui dire « je connais Abu Omar ». Moi, je me souviens très bien, je ne sais pas si lui se souvient ou pas, pendant que je traduisais, sans rien dévoiler du récit, le chapitre sur Hind et Bassem. Lorsqu'il décrit l'appartement de Hind, bon, premièrement, c'est dans mon quartier au Caire, c'est-à-dire c'est vraiment à 5 minutes de chez moi à pied. Mais il se trouve que bon, Hind travaille un peu dans le domaine des droits de la femme, etc., mais on va pas rentrer dans les détails. Et je lui dis, mais attends, l'appartement que tu décris, c'est-à-dire un espèce de petit appartement tout en haut sur les toits avec une espèce d'immense terrasse, il se trouvait dans une rue parallèle à celle d'une de mes amies. Je lui dis, mais attends, tu es en train de décrire l'appartement d'une très bonne amie qui vit, pas dans cette rue-là, mais dans une rue parallèle. Et donc, c'était assez drôle. Donc, c'est des gens qui sont vraiment des profils vrais, réels, pas des archétypes, mais des profils vrais. Et ça permet de jeter cette lumière intéressante et aussi avec un humour assez noir. Et ça, moi, je l'aime beaucoup. C'est dans ma nature. Merci. Et
vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais par rapport aux maisons d'édition, justement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu? C'est vous qui avez donc cherché voilà, l'édition Joël Osfeld pour le fait qu'elle avait publié avant les œuvres d'Albert Cossiri, ou voilà, est-ce que… Alors, Joël, on m'a donné le contact de Joël. Moi, je la connaissais pas personnellement. Et puis, moi, j'ai fait vraiment un travail de… C'est-à-dire, j'ai pris des noms de maisons d'édition qui publient de la littérature traduite. On les a contactés, Hessène et moi. Et un ami m'a donné le contact de Joël. Je lui ai écrit. Et à ma grande et bonne surprise, elle a répondu favorablement. Il se trouve que Joël connaît un peu l'Égypte aussi, parce qu'elle a déjà été en Égypte plusieurs fois. Elle a présenté les œuvres d'Albert Cosseri en Égypte à plusieurs reprises. Elle a fait une ou deux, récemment d'ailleurs, des conférences sur Albert Cosseri, notamment à l'Institut français d'Égypte. Donc, je connais un peu l'atmosphère. Merci beaucoup. Donc, pour le prochain extrait, nous vous invitons à découvrir un des exemples de tactiques de contournement de la censure. Voilà. Amal sourit, puis le tire vers elle et l'embrasse. Appréhensif, il se laisse faire. Puis elle se retourne dans le lit jusqu'à ce que sa bouche atteigne un membre dont la seule mention inciterait la justice à nous envoyer en prison. Omar est intimidé, et ce membre, dont la seule mention inciterait la justice à nous envoyer en prison, ne se raidit pas. Elle commence avec ses doigts, puis ses lèvres, puis l'invite à en faire autant avec ses lèvres à lui sur une partie dont la seule mention est incriminée par la justice, en guidant ses doigts pour les glisser dans un autre endroit dont la mention est incriminée par la justice. Le membre, dont la seule mention nous vaudrait condamnation à la prison par la justice, est immédiatement dressé. Elle le prend dans la bouche et le lèche. La bouche d'Omar plonge davantage dans l'orifice, dont la seule mention est incriminée par la justice, alors que ses doigts s'enfoncent, eux, dans un autre endroit dont la seule mention nous vaudrait condamnation à la prison par la justice. Elle l'interrompt alors avec douceur, se retourne et insère doucement un membre dont la seule mention est incriminée par la justice dans un endroit dont la seule mention inciterait la justice à nous envoyer en prison. Elle l'embrasse sur la bouche, tandis que sa langue tournoie et étreint la sienne et que ses doigts ne quittent pas cet endroit dont la seule mention nous vaudrait condamnation à la prison par la justice. Elle reste quelques minutes dans cette position, puis extrait un membre dont la seule mention nous vaudrait condamnation à la prison par la justice, le tient, puis l'insère doucement dans un orifice dont la seule mention est incriminée par la justice. Elle invite ses doigts sur les lèvres d'un endroit dont la seule mention inciterait la justice à nous envoyer en prison et lui montre comment la caresser. Le mouvement de ses doigts sur la partie dont la seule mention nous vaudrait condamnation à la prison par la justice la fait monter à toute allure jusqu'à l'orgasme, pendant qu'elle crie sa jouissance, lui réprime la sienne, pendant qu'il vient en elle. J'ai envie actuellement d'évoquer donc un dossier qui me semble important aujourd'hui en Égypte, qui est les libertés individuelles. Donc la question se pose notamment pour les groupes qui sont le plus marginalisés et les plus vulnérables de la société, et qui sont d'ailleurs donc comme l'a évoqué M. Salama, évoqués avec tout leur profil dans le roman. Je pense par exemple là récemment à l'affaire de la jeune médecin à Salam, qui a été défenestrée ou a dû se défenestrer lorsque le gardien et ses voisins sont rentrés l'agresser dans son appartement parce qu'elle accueillait un collègue. Je pense aux jeunes filles qui sur TikTok qui ont été arrêtées aussi. Bref, il y a beaucoup d'exemples. Je voulais savoir, Monsieur Féchir,
comment vous avez traité donc ce dossier dans le roman à travers différents portraits? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, une des choses que j'espérais accomplir dans ce roman, c'est de peindre une image claire de la nouvelle culture égyptienne, de la nouvelle réalité culturelle dans sa complexité. Mais je suis convaincu que l'Égypte est en train de se transformer culturellement. Et c'est un processus qui est en cours depuis l'an 2000 au moins, d'une façon plus accélérée. Il y a toujours un changement culturel, mais depuis l'an 2000, je pense qu'il y a des changements beaucoup plus importants, beaucoup plus majeurs qui se déroulent, et que la révolution faisait partie de ce changement culturel. Et aujourd'hui, on est devant deux sociétés, si vous voulez. Il y a l'Égypte qui est en dessous de, je ne sais pas, 50 ans, et puis il y a la vieille Égypte. Et les deux sont incapables de se communiquer, elles ne se comprennent pas, mais pas du tout. Alors, je voulais donner, si vous voulez, mettre de flèches sur cette culture, c'est de la montrer en os et en chair. Pardon, j'ai perdu mon fil. Votre question, c'était? C'était par rapport justement au dossier des libertés individuelles et des portraits qui touchent à cette question. Alors, cette nouvelle culture est en guerre, si vous voulez, avec l'État parce qu'elle cherche à s'exprimer, la liberté, etc. Ce sont des valeurs qui font partie de cette culture et qui ne le sont pas pour l'État et l'ancienne culture. Mais ça veut dire que le conflit, et c'est pas seulement entre les gens, les jeunes et l'État, mais c'est aussi un conflit parmi les jeunes, et c'est un conflit social, c'est pas seulement un conflit politique. Et l'exemple que vous avez mentionné, la femme médecin qui a été agressée par ses voisins, en est l'exemple. C'est pas la police qui l'a attaquée. Il y a d'autres exemples où la police arrête des femmes parce qu'elles sont en violation de, je ne sais pas, les valeurs de famille, etc. N'est-ce pas? Il y a peut-être, chaque mois, on a une histoire pareille. Mais en même temps, les voisins aussi, parfois, interviennent. Et donc, la lutte pour la liberté en Égypte, c'est beaucoup plus vaste que la question politique d'État à la société. Et on trouve ça dans le roman aussi, dans le chapitre qui traite Cherif et Baha. Et la révolution, la beauté de la révolution, si vous voulez, c'est qu'elle a fait éclater toutes ces questions. Et beaucoup de gens ne se rendaient pas compte au début. Il y a pas mal de gens qui étaient là pour demander la liberté, mais eux-mêmes n'étaient pas prêts à donner cette liberté, à respecter cette liberté quand il s'agit de leurs femmes, ou de leurs filles, ou de leurs sœurs, etc., etc. Et évidemment aussi quand la question de l'homosexualité. Donc, la révolution a ouvert la voie devant l'expression d'une Égypte qui est en transformation, qui est en tumulte, et nous vivons dans les conséquences. Merci beaucoup, Monsieur Féchir. Donc, en effet, toujours touchant cette même question, l'extrait prochain rend hommage à Sarah Egazi, militante égyptienne, socialiste et LGBT. En effet, Sarah a été arrêtée en 2017 après avoir brandi le drapeau de la fierté lors d'un concert du groupe libanais Mashroua Laïla. En prison, Sarah a été torturée. Suite à sa libération, elle s'est exilée au Canada. Et malheureusement, le 22 juin 2020, Sarah nous a quittés avec un dernier mot. À mes frères et sœurs, j'ai essayé de trouver le salut, mais j'ai échoué. Pardonnez-moi. À mes amis, l'épreuve est dure et je suis trop faible pour l'affronter. Pardonnez-moi.
Au monde, tu as été extrêmement cruel et je te pardonne. Connu seulement par très peu de monde. La vie commune de Chérif et Baha était une vie secrète, connue seulement par très peu de monde. Ils se faisaient passer pour de simples amis devant leurs familles respectives et les autres. Ce n'était pas une vie compliquée si tu acceptais le jeu des apparences et des faux semblants. Pour Baha, c'était même plutôt drôle au contraire. Il disait que les homosexuels, comparés aux autres, jouissaient de beaucoup d'avantages en Égypte. Personne ne leur demandait de certificat de mariage à l'hôtel ou dans un train couchette. Dans leur histoire, les catastrophes se sont succédées rapidement. Je ne pense pas qu'ils avaient alors mesuré toutes les conséquences de leurs actes. D'abord, ils ont décidé d'en parler à leur propre entourage, à leur proche entourage. Chérif a posté 2 lignes sur sa page Facebook limitant la possibilité de les voir à leurs amis proches uniquement. Il a déclaré que tout amour est permis et que lui et Baha étaient amants. Il a parlé du droit de chacun à choisir librement, même si la majorité n'était pas d'accord. Puis ils ont attendu la réaction de leurs amis. Chérif et Baha avaient prévu toutes ces réactions, sauf la campagne de soutien de quelques militants opportunistes. Mais prévoir est une chose et vivre l'expérience en est une toute autre. C'est assez facile de dire « ma famille me boycottera » ou « ils auront honte et me renieront ». Mais que cela vous arrive vraiment, sentir ce silence, ce froid, ce vide entre toi et ta mère, la rigidité de tes proches, ils ont été surpris par l'intensité de la douleur qu'ils éprouvaient. Un lourd silence a enveloppé leur vie. Mais lorsque la catastrophe finale leur est tombée dessus, en l'espace de quelques minutes, ce silence est venu manquer. Un soir, à 22h pile, quelqu'un a frappé violemment à la porte de leur appartement. Baha s'est levé pour aller voir qui allait défoncer la porte. À peine entr'ouverte, 2 hommes ont poussé la porte pour laisser entrer une foule dans l'appartement, dont les voisins. On les a arrêtés et emmenés au commissariat, où ils ont passé la nuit avant d'être présentés au parquet le lendemain matin. Sans surprise, au commissariat, ils ont subi tout ce que tu pourrais imaginer. Heureusement, ils n'ont pas été violés. Mais ils ont été battus, insultés, humiliés comme jamais. Leurs photos sur le chemin du poste de police ont fait le tour d'Internet. Plus tard, d'autres photos de quasi-nus ont circulé, probablement après avoir été battus et déshabillés au commissariat. Le lendemain matin, ils ont été transférés au parquet. Le procureur les a accusés de pratiquer l'homosexualité, de dépravation sexuelle et d'inciter les autres à faire pareil. Cependant, il s'est montré indulgent. Il a affirmé que c'était les voisins qui avaient commencé cette histoire et, à leur tête, le propriétaire de l'appartement. La police n'était pas enthousiasmée par cette affaire. Elle a décidé d'intervenir seulement quand le propriétaire et les autres voisins ont menacé d'envahir l'appartement et de s'occuper eux-mêmes de Chérif et Baha. L'officier du commissariat en a donc informé le procureur et tous les deux ont estimé que l'arrestation de Baha et Chérif représentait un moindre mal par rapport à la perspective des voisins qui prendraient d'assaut leur appartement. Le procureur a donc émis un mandat de perquisition et un mandat d'arrêt. L'affaire de Chérif et Baha, ainsi que leurs photos, faisaient les gros titres des journaux. Ils étaient dévastés par le choc de leur arrestation soudaine, par ce qui leur était arrivé en garde à vue, par l'interrogatoire du parquet, par les médecins légistes qui les a examinés, par le scandale et leur image diffusée dans tous les médias, et même par leurs voisins avec qui ils avaient entretenu jusqu'à la semaine précédente d'excellentes relations, et enfin pour toute leur vie.
Alors, nous sommes de retour. Une dernière question de ma part. Monsieur Fichir et Monsieur Salama, quelles sont vos perspectives donc, pour le futur de l'Égypte après avoir écrit ce roman, après avoir traduit ce roman 10 ans après la Révolution? Quelles sont vos perspectives pour le futur? Vous voulez commencer, Victor? Oui, allez. Perspective personnelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a on ne va pas dire une révolution culturelle, mais je pense qu'il y a des changements extrêmement profonds, que tout ce qui s'est passé en Égypte et dans le monde arabe en 2011 va conditionner très, très, très durablement pendant des décennies tout l'imaginaire politique et culturel et social des sociétés arabes, même si pour l'instant, il ne trouve aucune traduction politique, certainement pas en Égypte. Ces changements sont comme des courants sous-marins qui sont invisibles, mais qui sont très puissants. Alors, je ne sais pas si je verrai, je ne sais pas si cette traduction politique aura lieu dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup trop puissant pour que ça reste sans répercussion. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il n'y a pas, et je pense que dans un avenir proche, il n'y aura pas de traduction politique pour tout ça. Mais les vrais changements existent. Ils existent à la marge, ils existent dans des espaces, dans des petits espaces. Si on prend la peine de regarder, on les voit. Merci, M. Salama et M. Fichir. J'aime bien que Victor parle de courants sous-marins avec le Suez et le bateau qui coincé là-bas. Je pense que c'est très, très approprié. C'est peut-être l'exemple de l'Égypte, je pense. L'Égypte est coincée. Il y a les courants, il y a les changements, etc. Mais le régime est un peu comme le bateau qui est coincé à travers comme ça et qui bloque plutôt que aide. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le bateau va s'écraser? Est-ce qu'elle va flotter? Qu'est-ce que va se passer exactement? Et là, c'est ce que le roman, c'est ça le dialogue entre Amal et Omar tout au long de roman. Il y a Amal qui pas optimiste. D'après elle, c'est pas une question d'optimisme, c'est une question d'action. Il y a des changements et il faut agir pour capitaliser, pour bâtir quelque chose, pour pousser les choses dans une direction positive. Et Omar qui, pour lui, ben non, on est pratiquement foutu et donc rien à faire, sauf dormir. Tant que le bateau bloque le canal, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et je préfère ne pas prendre une position, je laisse ça au lecteur parce que les gens peuvent faire de ce débat ce qu'ils veulent. Mais la question la plus importante, à mon avis, c'est de voir les deux côtés d'une façon réaliste. C'est voir les vrais obstacles, les vrais problèmes, les choses qui attirent l'Égypte vers plus de fragilité, plus de problèmes, plus de répression, etc. Mais aussi voir les changements qui ouvrent d'opportunités nouvelles. Et il faut voir les deux, parce que si on regarde seulement un côté, on ira nulle part. Merci beaucoup, Monsieur Fichir. Je propose à nos spectateurs donc d'écouter l'avis d'Amal et de Omar par rapport au futur aussi. Chapitre 8. Amal et Omar au bord du lit. Le samedi
22 heures. T'es réveillé? Oui, et toi? Oui, je suis réveillée. Il est quelle heure? 22 heures. Nous avons encore 2 heures. On retourne se coucher encore 1 heure alors. Tu veux dormir jusqu'au dernier moment? Je veux dormir jusqu'à la fin des jours merdeux. Mais les jours de merde ne se termineront jamais tant que tu dors. Revoilà les paroles faciles, arrogantes et théoriques. Tu crois et tu penses vraiment qu'il n'y a plus aucun espoir? Il ne t'a pas titillé ne serait-ce qu'un peu? Tu restes ici pourquoi alors? Par amour pour les figues de Barbarie, les amours en cage et les figuiers le long du canal? Non. À vrai dire, l'espoir m'a titillé un moment, pendant une courte période, quelques mois peut-être. J'y ai cru juste après la Révolution, moi qui ne crois en rien. J'ai cru en mon fort intérieur, sans l'avouer à qui que ce soit. Je n'ai rien entrepris, mais c'est vrai que l'espoir s'est immiscé en moi. C'est bien là le problème, c'est que j'y ai cru, malgré moi, j'ai cru. Puis, au fur et à mesure des événements, mon espoir s'est transformé en une désillusion encore plus grande. L'espoir est une illusion douloureuse. Il y a toujours des gens comme toi qui parlent à des gens comme moi de lueurs d'espoir enfouies dans les décombres. Mais la vérité objective est que ces décombres sont plus puissants et plus grands et plus lourds et bien plus importants que n'importe quelle lueur. Les décombres sont à l'intérieur même des gens. Des décombres qui suffisent à éradiquer le moindre espoir en eux. Il ne s'agit pas d'émotion ici, mais d'une lecture froide de la réalité. Bien des pays se sont effondrés, ont disparu, ou sont devenus marginaux, ou dépendants, ou paralysés, ou décadents. Tous ces pays effondrés voulaient aussi le pain, le progrès et le développement, mais vouloir est une chose, et pouvoir en est une toute autre. Comme dit le proverbe américain, tu ne peux pas vaincre avec les mains vides. Ici, nous n'avons rien pour vaincre le sous-développement. Tout est atteint ou ruiné, y compris nous-mêmes. Les gens sont atteints, anéantis. Ils n'en peuvent plus. Je suis en désaccord total avec toi. Je sais, et tant mieux pour toi, car c'est ton travail finalement, mais pas pour moi. En plus de ça, j'ai perdu toute envie. Personne ne lutte pour réformer un État ou un pays si les personnes chargées du pays, ceux qui ont les pouvoirs exécutifs, ne veulent rien changer, n'est-ce pas? S'ils sont contents d'eux-mêmes et de ce qu'ils font, pourquoi j'irais les déranger? Je ne suis pas leur tuteur légal. En plus, cette idée du martyr a quelque chose de risible et d'absurde. Les martyrs de la Révolution, nous allons mourir pour que vous ayez une vie meilleure. Personne n'aura de vie meilleure avant de s'emparer des outils pour améliorer la situation. Et pour ce faire, il faut que tout le monde s'y mette. Tout le monde, tu comprends? Pour que ce pays sorte du trou dans lequel il est, il faut que tout le monde coopère et c'est impossible. Il nous faudra accomplir des choses que nous n'avons jamais accomplies auparavant, car si nous en étions capables, nous n'en serions pas là. Mais toi, tu ne prends jamais part à la vie. C'est ça que je ne comprends pas. Tu n'as envie de rien faire. Je t'ai déjà dit, en ces jours merdeux, rien ne vaut le sommeil. Et en ce moment, ce sont vraiment des jours merdeux. Et par conséquent, il n'y a rien de mieux à faire que de dormir. Je dormirai en attendant que quelque chose se passe. Et s'il ne se passe rien? Au moins, ça fera passer le temps. T'as pas peur de pourrir à force de dormir? Peur de pourrir? Tout ce que tu vois autour de toi est une partie de cette pourriture. C'est exactement ce que j'essaie de te dire depuis hier. Nous sommes tous pourris avec notre révolution et notre contre-révolution, avec nos divergences et nos accords. Nous avons pourri lentement, mais nous poursuivons notre marche vers la pourriture avec un succès écrasant. Nous sommes donc de retour. Je voudrais rapidement vous poser donc les questions que nous avons reçues de nos spectateurs. Donc,
Monsieur Fichir, une question, c'est est-ce que votre présence aux États-Unis vous inspire toujours à écrire d'autres romans liés à la situation à l'Égypte, ou est-ce que vous sentez que la distance, elle crée un petit bloc par rapport à ça? Une autre question, c'est par rapport à la durée de la rédaction du roman, depuis quand à quand et quand est-ce que vous avez commencé à le rédiger? Une dernière question aussi porte sur de possibles aspirations romancières, d'autres romanciers qui vous ont inspiré aussi dans votre rédaction. Très bien, très vite. Mon séjour aux États-Unis, en fait, me libère de beaucoup des contraintes que je prouvais quand je vivais en Égypte. Et je trouvais que j'écris beaucoup mieux quand je suis à l'extérieur de l'Égypte. Et même quand les romans dont j'ai rédigé en Égypte, je les ai rédigés à l'extérieur du Caire. Il fallait que j'aille quelque part ailleurs où c'est calme, où que la vie quotidienne avec la lourdure de la vie au Caire ne pèse pas sur moi pour que je puisse écrire. Et si j'enseigne, j'écris, donc je n'ai rien à me plaindre. Ma perspective de la révolution n'a pas changé. Je pense que c'est approfondi. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus, je pense, et les obstacles et les possibilités de changement. Je pense que quand j'étais en Égypte jusqu'à 2000, peut-être 13 ou 14, je voyais plus les opportunités que les obstacles. Mais c'était parce que je vivais et je participais, et donc c'était un moyen, si vous voulez, politique de me mobiliser moi-même et de rester engagé. Le roman m'a pris à peu près 2 ans et demi, je pense, pour l'écrire. J'étais en train d'écrire quelque chose d'autre et puis je me suis arrêté, ça m'arrive souvent. Et puis je commençais à écrire ce roman, je continuais pendant à peu près 2 ans. Et puis je suis retourné au premier roman que je viens de terminer ici aux États-Unis. Victor, ça t'a pris combien de temps pour traduire? Alors on était 2, donc c'est allé plus vite. En fait, lorsque on a commencé à parler avec Joëlle, elle nous avait donné un espèce d'échéancier par rapport aussi à comment dire, comment dire, au rythme de publication. Donc enfin nous, tous les deux en fait, on s'est organisé par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que les personnages ont accompagné mon premier confinement et ça a été quelque chose de très heureux parce que c'était une expérience, je pense, assez particulière pour tout le monde, le premier confinement. Et d'avoir ces personnages pendant 3 mois, plus que 3 mois, parce que j'avais commencé avant, ça a été une excellente chose. Merci beaucoup, Monsieur Fichir et Monsieur Salama, pour votre temps. Merci beaucoup pour cette discussion superbe autour de ce roman superbe aussi. Merci à nos spectateurs et bon visionnage pour ceux qui vont nous rejoindre donc pour Dream Away à 20h. Et bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Voilà.